Bonjour et bienvenue dans cette émission diagonale de jour d'investiture du second mandat Bonjour à tous, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ce matin sur cette émission diagonale que j'anime avec Paul Danogbe. Paul, bonjour. Bonjour Joël. Ensemble, nous recevons Gildas Aizano, ancien secrétaire général adjoint du parti UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, parti présidé donc à l'époque par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Il faut donc dire qu'il a été également candidat malheureux aux dernières élections communales, conseiller technique aux médias, au ministère de la Communication et de la Poste. Aujourd'hui, l'homme que nous recevons est coordonnateur du mouvement politique Force Nouvelle, un mouvement soutenant les actions du président de la République, Patrice Talon. Gildas Aizano, bonjour. Bonjour, cher ami Joël. Bonjour, Paul. Merci donc d'avoir répondu à mon invitation. C'est un honneur d'être l'invité de votre prestigieuse émission. Alors, nous allons rentrer dans l'émission sur des chapeaux de roue. Vous avez suivi quelques jours seulement, il y a quelques jours, votre ancien parti, l'UDBN, qui a finalement décidé d'aller en fusion avec le parti Bloc républicain. On peut dire donc que vous étiez un visionnaire avant l'heure. Bon, déjà merci de vous intéresser à cette actualité. Je ne voudrais pas verser dans un triomphalisme parce que ce ne serait pas constructif. Le plus important, c'est que la vision chère au président de la République et de plus en plus à l'ensemble de la classe politique béninoise d'aboutir à des blocs solides, capable d'avoir un ancrage sur l'ensemble du territoire national pour porter des projets de société capables d'aider, n'est-ce pas, nos populations à voir leur situation économique et sociale s'améliorer. Cette vision est en train de faire son petit bonhomme de chemin et est en train d'être comprise par la plupart de nos acteurs politiques. C'est vrai qu'en 2018, au moment où il fallait y aller, c'est-à-dire après l'adoption de la charte sur les partis politiques à la faveur de la réforme sur le système partisan, il était indiqué, il était souhaité que beaucoup d'acteurs puissent se discipliner en entrant, n'est-ce pas, dans ces blocs. Mais il faut avouer que ce n'est pas que l'UDBN. Il y a d'autres partis politiques qui, en ce moment-là, n'ont pas senti l'urgence, n'ont pas senti la nécessité d'y aller. Ou alors peut-être qu'à cause de certaines considérations personnelles aussi à l'UDBN, il fallait quand même avoir une formation politique dirigée par une femme et ce n'était pas forcément gagné d'avance s'il faut fusionner immédiatement. Donc, toutes ces considérations ont fait que malgré, n'est-ce pas, les suggestions modestes dans le temps, je n'étais pas seul, il y a d'autres camarades qui ont vu comme moi et qui ont souhaité que nous ne puissions pas peut-être jouer avec les contraintes que nous avons au niveau de l'arsenal juridique qui encadre désormais l'organisation des élections politiques au Bénin. Parce qu'il y a des verrous difficiles à sauter. Il faut avoir une très bonne organisation, il faut avoir une assise nationale et voyant ces contraintes qui sont prévues ainsi pour amener les gens à se mettre ensemble, nous autres, nous étions un tout petit peu dubitatifs et nous avions modestement souhaité dans le temps qu'on puisse entrer dans l'un des grands blocs soutenant les actions du chef de l'État. Bon, ça n'avait pas prospéré, cette ligne, mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'on ait compris avec le temps qu'il faut venir dans les blocs, renforcer les blocs et se faire valoir. Alors, est-ce que, Gildas Aizano, on peut dire qu'à l'époque, ce refus catégorique ou bien cette fin, on vous a opposé une fin de non-recevoir à l'époque, est-ce qu'on peut dire que c'était un caprice politique? Bon, c'est difficile, vous savez, il y a peut-être beaucoup de motivations, des motivations connues, des motivations pas suffisamment exprimées, n'est-ce pas? Vous savez, un chef de parti politique a aussi ses calculs et malheureusement, il se peut que les calculs ne soient pas toujours justes. Peut-être que dans le temps, l'UDBN n'avait pas vu juste, peut-être que
la présidente voulant, n'est-ce pas, continuer dans sa vision de promotion de la femme, de faire en sorte que le leadership féminin ne soit pas enrayé de l'échiquier politique national, peut-être qu'on s'est accroché beaucoup à cet idéal pour ne pas aller véritablement vers cette urgence. C'était une urgence. Les tests nous contraignaient, mais on a voulu s'accrocher à un idéal. Il fallait peut-être faire preuve de beaucoup plus de réel politique en acceptant, surtout qu'on est de la majorité présidentielle et qu'on a tout le temps clamé cela, il fallait y aller avec les autres. Cela aurait eu le mérite, je suis sûr, de permettre à ce que les cadres de l'UDBN, la présidente de l'UDBN, les militants de l'UDBN, ils auraient pu davantage participer à la gestion du pouvoir politique aux côtés du président Patrice Talon. Cela aurait eu le mérite aussi de lever très tôt certains doutes qu'on a pu avoir sur l'UDBN et pourquoi pas sur sa présidente, alors que elle se bat beaucoup, elle s'échine beaucoup, mais lorsqu'à un moment donné, le patron d'une majorité, n'est-ce pas, indique un chemin à suivre et que on a envie de détenir soi-même sa machine, on peut vous prêter des intentions. Surtout quand vous êtes aussi une puissance économique, on peut penser que vous avez des arrière-pensées, que vous ne voulez pas vous aligner, n'est-ce pas? Donc c'était un affront. Ça pouvait être perçu comme un affront. Et un affront par rapport à qui? Par rapport au chef de la mouvance? Je parie que beaucoup de barons au niveau de la rupture ont perçu l'attitude de l'UDBN comme un affront. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de responsables politiques, que ce soit au niveau du bloc républicain ou au niveau de l'Union progressiste, même en 2019 à la faveur du dialogue politique que nous avons eu. Mais écoutez, beaucoup d'acteurs se sont rapprochés de nous autres et ont demandé mais pourquoi l'UDBN ne vient pas au BR, ne vient pas à l'UP, pourquoi vous tenez à faire cavalier seul? Vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Et cette affaire-là, c'est dur. Vous ne pouvez pas. Je ne trahis aucun secret si je dis ici que l'honorable Orden Aladati fait partie de ces gens qui se sont rapprochés de nous, par exemple, au niveau de l'UP. Je vois aussi le ministre Seweto. J'ai mené des discussions avec le ministre Seweto dans ce sens. Ablaye Gounou du bloc républicain, pareil. J'ai discuté avec Charles Toko. Vous savez, dans le temps, j'étais encore chargé de mission du maire Charles Toko du côté du Parakou. Donc nous avons mené beaucoup de discussions, mais malheureusement, la ligne qui s'est imposée était qu'il fallait, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, cette machine personnelle, n'est-ce pas, qu'on appelle UDBN, quitte à prendre le risque d'aller se confronter à la réalité du terrain. Je crois que c'est cela que nous avons vu malheureusement. Gildas Aïzano, des années sont passées après l'adoption de cette réforme du système partisan à laquelle l'UDBN a souscrit dès les premières heures. Qu'est-ce qui a véritablement changé aujourd'hui au sein de l'opinion publique? On pense que Claudine Afiavi Prudencio a capitulé après s'être opposé à s'associer aux grands blocs qui soutiennent les actions du chef de l'État. Non, moi je n'utiliserai pas le même thème de capitulation. Je dirais tout simplement que on est tous revenus à la raison. La raison voulait qu'on puisse conjuguer les efforts. La raison voulait que, à la faveur du système partisan, si vous permettez, ce système partisan qui appelle à une autre organisation de notre espace politique, qui appelle à une autre façon, n'est-ce pas, de choisir les leaders politiques qui sont appelés à nous diriger. Ce système partisan n'est quand même pas décrété ex nihilo, ce n'est pas sur la base d'un caprice que cette vision a été portée par le président Patrice Talon et l'ensemble des députés qui le soutenaient. C'est sur la base d'un diagnostic, et le diagnostic faisait état d'un constat d'échec de la classe politique dans la façon, n'est-ce pas, de consolider l'unité nationale, dans la façon, n'est-ce pas, d'aller à la conquête du pouvoir politique. On a tous constaté que même en matière de développement, notre rythme pour régler les problèmes prioritaires de nos populations, malheureusement, notre système partisan ne permettait pas d'aller vite. Et donc, maintenant qu'on a fait tous ce constat, même l'opposition a voté dans le temps la charte qui réformait le système partisan. Quand on a fait ce constat et qu'il fallait y aller maintenant au regroupement, moi je pense que il aurait été bien séant pour nous tous, même pour l'UDBN, pour le Mouel Bénin, pour le PRD, pour d'autres formations politiques, pour le PCB. Il aurait été bien séant de nous mettre ensemble, qu'on puisse avoir vraiment des partis bien organisés, que l'UDBN n'ait pas fait le pas dans le temps. Bon,
je crois qu'aujourd'hui, quand même, à la faveur des dernières échéances électorales, notamment les communales, quoi qu'on dise, ça va peser lourd dans la balance aujourd'hui, parce qu'on a pu mesurer l'ancrage politique, n'est-ce pas, de l'UDBN. Est-ce que pour vous, les un peu plus de 2%, c'est un score ridicule? C'est un score non, moi, je pense à faire sourire? C'est pas un score ridicule. C'est pas un score ridicule. L'UDBN, quand même si j'ai pris mes distances depuis bientôt 18 mois de l'UDBN, il y a un travail de fond qui a été quand même fait, même si ce n'est pas suffisant. Vous parlez de 2% à l'échelle nationale, c'est peut-être 30 ou 40% dans la commune d'Abomey-Calavi. Mais justement, alors, 30 ou 40% dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous savez, dans un autre contexte, ça peut faire élire beaucoup de conseillers communaux, de CA. Peut-être qu'on aurait pu avoir aussi de députés dans cette circonscription électorale si on était dans un bloc. Donc, l'UDBN, ce n'est pas rien. C'est une formation. Est-ce que ce n'était pas un score, hein, cette figure imagée qui me vient à l'esprit, l'éléphant qu'on attendait, mais qui finalement est venu avec un pied cassé? Parce que on vous connaît beaucoup. Vous avez été conseiller technique aux médias. Vous avez été porte-parole également de ce parti. Vous êtes devenu une figure parlante donc au sein du parti dans les médias. La communication du parti aujourd'hui, tout le monde, on fait l'unanimité là-dessus, mais avec ce score, on se demande bien si c'est ce qui n'a pas marché. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis tout aussi peiné que beaucoup de sympathisants et de militants de l'UDBN. Le score 2% à l'échelle nationale n'a pas forcément réjoui la présidente Claudine Afiavi-Prudencio, dont je salue, hein, n'est-ce pas, la bravoure par ailleurs. Ça n'a pas réjoui. Mais c'est une expérience. L'expérience, elle a été faite. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus utile pour montrer aussi à d'autres personnes que nous avons tous intérêt à revenir rapidement à l'idée de grand bloc. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Elle est revenue dans ce sillage et bravo et vivement que l'UDBN, l'ancien parti UDBN, qui est aujourd'hui incorporé dans le BR, que les militants, les cadres de ce parti puissent se faire valoir à l'intérieur du bloc républicain et continuer par animer, n'est-ce pas, la vie politique de notre pays. Du bloc républicain, parlez-vous. Ce parti avait quand même sa structuration politique avant que l'UDBN le rejoigne. Avec cette fusion, sinon ce contrat de mise ensemble, quelle sera désormais la structuration du bloc républicain? Non, je voudrais vous rassurer que ce soit le bloc républicain ou l'Union progressiste, ou si vous voulez les forces Cori pour un Bénin émergent, chaque fois que un des grands blocs représentés à l'Assemblée nationale reçoit, n'est-ce pas, du renfort d'autres partis politiques ou d'autres personnalités politiques de poigne, ben, il n'y a pas de structure qui soit éternellement figée. Cela veut dire qu'on devrait s'arranger d'une manière ou d'une autre à la faveur des congrès. Ça ne tarde pas souvent, autour d'un an, 2 ans. On devait s'arranger pour que les personnalités fortes qui rejoignent, n'est-ce pas, ces différents blocs puissent avoir quand même une position qui leur permette d'exprimer leur pleine potentialité pour accompagner le parti. Parce que je suppose que le BR a besoin que Madame la présidente Claudine Prudencio soit suffisamment active, qu'elle puisse contribuer à la mobilisation. Donc je ne vois pas le BR la traiter comme une simple militante. Donc d'une manière ou d'une autre, elle sera certainement intégrée dans les sphères décisionnelles du BR afin que les efforts soient conjugués ensemble pour que le BR soit un parti politique encore plus fort. Vous avez évoqué tout à l'heure l'ancrage de l'UDBN à Abomey-Calavi dans la 6e circonscription électorale. Est-ce à dire que pour les prochaines élections qui viennent, le bloc républicain, les dirigeants du bloc républicain pourraient ouvrir un peu, ne serait-ce qu'un temps, le canal pour les leaders de l'UDBN? Bon, c'est vrai que je ne voudrais pas parler à la place à l'UDBN. ni à l'UDBN, ni au bloc républicain, mais le bon sens. Le bon sens, la réelle politique aurait voulu qu'on compose avec ce que représente cet allié qui a rejoint
et qu'on puisse lui permettre d'aider la grande famille, n'est-ce pas, à engranger encore le maximum de voix. C'est le bon sens. Alors, très bien. Gildas Aïzanon, le temps file très rapidement. On vient de passer quand même le quart d'heure, hein, 15 minutes déjà donc dans cette émission. Il nous reste encore 15 minutes à passer ensemble. Je vous ai suivi exprès, vous avez utilisé abondamment une expression machine personnelle. Machine personnelle. Est-ce l'expression d'un malaise précédent qui aurait motivé votre démission au sein de l'UDBN? Et vous me direz en même temps, maintenant que ce parti a pris l'option, a fait l'option de se fusionner avec le BR, finalement, vos perspectives politiques, est-ce que vous êtes prêt à revenir donc à la case départ et à entrer aussi dans le BR? Non, d'abord, ne faisons même pas de fixation sur l'UDBN. Quand nous parlons de machine personnelle, c'est propre à beaucoup d'acteurs qui n'ont pas cru bon entrer dans la machine telle que voulue dès le départ en 2018. Ce n'est pas une fixation sur l'UDBN, pas du tout alors. Et maintenant que nous avons pris nos distances avec l'UDBN, ça a été connu. Après, nous avons démissionné officiellement, ceci de manière réglementaire, c'est connu également. Nous sommes toujours de la majorité présidentielle, nous soutenons les actions du président de la République, nous aidons à une certaine visibilité autour de ces actions, tout en apportant nos touches critiques quand nous pensons qu'on pourrait faire certaines choses d'une meilleure façon. Nous n'hésitons pas à le dire, n'est-ce pas, et par des canaux recommandés, nos observations parviennent à qui de droit. Et donc, nous sommes là. C'est vrai que au niveau des forces nouvelles, nous réfléchissons à ce que très rapidement, dans un avenir très proche, vous nous verrez certainement dans l'un des grands blocs qui soutiennent le chef de l'État. Après votre démission au sein du parti UDBN, on vous avait annoncé dans le bloc républicain, là encore l'hypothèse n'a pas prospéré. On vous avait également attribué des intentions de pouvoir mobiliser des jeunes pour officialiser la création de nouveaux partis. Là encore l'hypothèse a fait flop. Désormais, vous atterrissez dans quel parti actuellement au sein de la mouvance? Vous savez, un homme politique, on peut le voir partout. on peut lui prêter beaucoup d'intentions. Mais vous n'avez pas d'ambiguïté aussi? Malheureusement, je n'étais ni au bloc républicain. Il n'y a même jamais eu de démarche dans ce sens. Je n'ai jamais eu l'intention aussi de créer un parti politique. Ça ne ressemblerait à rien. On est en train d'appeler, n'est-ce pas, au regroupement. Ce n'est pas le lieu pour moi. Pour moi, ce n'est vraiment pas le lieu de conduire encore des aventures ambiguës. Ce serait un piège sans fin. Et ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, dans le contexte qui nous caractérise. Ce que je peux dire, sans trahir un secret, c'est que mes camarades et moi, nous sommes actuellement, je peux le dire officiellement, nous avons démarré des discussions, nous avons démarré des pourparlers avec des acteurs politiques, n'est-ce pas, du BR, de l'Union progressiste, et les jours à venir, en fonction de nos ressentis, en fonction de la vision aussi, parce que c'est une question de vision. Vous savez, quand on a déjà fait un parti politique comme nous, un petit niveau de responsabilité, et il y a un minimum aussi que vous espérez, n'est-ce pas, voir avant de vous jeter dedans, comme on le dit, pour ne pas vivre certains travers, pour ne pas vivre les mêmes peut-être dysfonctionnements. Et donc, nous sommes en train d'échanger pour avoir un minimum, n'est-ce pas, d'assurance. Et je crois que ça ne saurait tarder. Vous nous verrez les jours à venir, soit au bloc républicain, soit, n'est-ce pas, à l'Union progressiste. Mais c'est déjà clair, c'est au niveau de ces deux blocs, forcément, que mais pas au PRDL. Au PRD, non, je peux dire de façon radicale que j'ai pas de contact avec le PRD. C'est vrai, il m'arrive de discuter avec mon ami Aoyo du PRD, mais nos discussions ne sont pas allées jusqu'à ce niveau. Je suis très ami au président Jacques Ayadi, on s'écrit souvent. Je suis très ami. Hier encore, on a échangé avec son secrétaire, monsieur Agnoro, que je salue au passage. Ah, même les anciens de Moël Bénin, Béo, tout ça, je suis très ami, c'est la même génération. Mais pour l'instant, je crois que le choix qui est en train d'être fait au niveau des forces nouvelles, mes anciens partenaires qui m'accompagnent dans ma vie politique, c'est un choix beaucoup plus pour qu'on aille consolider un tout petit peu, même si c'est avec 0,001%, qu'on aille renforcer un des deux grands
bloc politique qui travaille Paul, pour la vision du chef de on l'État. parle rapidement de cette démission observée de façon tous azimuts au sein donc des partis comme la FCBE, l'UP et le BR également ne sont pas à l'abri de cette démission. On évoque rapidement le sujet. Bien évidemment, Gildas Aïzanon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas un seul jour au Bénin aujourd'hui où on n'apprend pas qu'un tel leader d'un tel parti a claqué la porte du parti, rejoignant peut-être d'autres formations politiques qui étaient peut-être adversaires à ces partis politiques-là. Est-ce que ce ne sont pas des choses qui sont de nature à éprouver la réforme du système partisan? Vous faites bien de dire que ça éprouve la réforme du système partisan. Mais honnêtement, ça ne devrait pas nous surprendre, ça ne devrait pas nous étonner outre mesure. Vous savez, la politique, ça gère des hommes. Les partis politiques, c'est des regroupements humains. Et nulle part, la réforme du système partisan n'a fait obligation à un individu de rester enfermé, même s'il n'est pas d'accord de subir ad vitam. Vous savez, il y a toujours la liberté de dire je ne me sens plus, je ne vois plus ma vision, je me sens trahi, ou carrément on manage mal mes intérêts, on ne me respecte pas au sein du groupe. Ça peut arriver malheureusement, et moi je pense que il y a aussi que la culture du militantisme n'est pas très assise au niveau de nos formations politiques. Beaucoup ne sont pas forcément des militants convaincus. Osons le dire, tel que nous sommes allés. Je jette peut-être une petite pierre, hein, tel que nous sommes allés aussi à cette réforme du système partisan, c'est allé très vite. Et beaucoup se sont mis ensemble forcément sans se connaître. Il y en a même qui ont pensé à une certaine contrainte pour se mettre ensemble. Comprenez pourquoi nous autres, quand on a pris nos distances d'avec l'UDBN, on a dû mettre tout ce temps pour réfléchir, pour qu'on ne répète pas les mêmes erreurs, qu'on ne répète pas les mêmes modèles. Et donc, on peut comprendre que cela arrive, mais ça finira par se tasser. Passer l'époque des démissions, je crois que ça va se consolider, ça va se solidifier. Les gens comprendront peut-être qu'ils n'ont pas intérêt à naviguer d'un parti politique à un autre. Et finalement, je vous dis, le Bénin n'est pas une exception, n'est pas une anomalie. Ce que nous sommes en train de construire là, il faut saluer la vision du président Patrice Talon et de l'ensemble des députés qui l'ont aidé dans cette démarche. Oui, ce n'est pas facile, ça a été construit ailleurs sur beaucoup d'années, de dizaines, de centaines d'années pour qu'on arrive à des blocs solides. Alors, Gildas Aïzanon, vous dites qu'il faudrait saluer cette vision portée par le chef de l'État, Patrice Talon. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il y a essentiellement deux objectifs inscrits au cœur de cette réforme. Il s'agit donc d'assurer une prépondérance des partis politiques dans la dévolution du pouvoir. Et puis ensuite, il faut travailler à aller vers de grands ensembles pour que les projets de développement soient donc conçus de façon rationnelle. Mais au-delà donc de ces nobles ambitions, on note quand même que le phénomène dont parle Paul avec les démissions en cascade, cette crise des démissions frappe le plus les partis de l'opposition. Et dans une certaine opinion, on accuse toujours, encore une fois, la main du pouvoir derrière qui viserait donc à fragiliser une opposition pour pouvoir mieux étendre son influence. On a observé à Copago tout un conseil communal démissionné. Aujourd'hui, on a ces élus qui ont fait l'option d'aller dans le bloc républicain. La coordination communale du parti FCBE de Copago a fait l'option d'aller également au niveau donc du bloc républicain. Les élus, autant pour moi, ont choisi le parti UP. On a vu à Savalou cette démission de 7 conseils également qui finalement ont décidé également d'aller à l'UP. Quand ça se passe comme ça, n'est-on pas fondé de soupçonner le pouvoir en place? Non, je crois que c'est une vision trop courte, trop facile que de voir la main du pouvoir en place derrière tout. Je ne dis pas que le pouvoir en place croise les bras et attend de perdre le pouvoir. Vous savez, l'instinct de conservation du pouvoir fait que ça travaille au niveau politique. Mais très honnêtement, je pense que les problèmes actuels que vive notre opposition découlent aussi de sa capacité à s'organiser. C'est-à-dire les acteurs que nous avons devant. Est-ce qu'aujourd'hui, ces acteurs-là incarnent toujours aux yeux du peuple une certaine crédibilité? Quand on fait l'opposition, ma foi, c'est parce qu'on a un projet alternatif plus séduisant. Est-ce que ceux que nous avons en face aujourd'hui, face à l'artillerie lourde déployée, c'est vrai, par le président Patrice Talon, est-ce que ceux-là
encore résistent? Est-ce qu'ils animent la vie politique? Quelle est l'offre qu'ils proposent? Au niveau des grands enjeux, les grands débats du moment, est-ce qu'on entend encore l'opposition? Peut-être que de plus en plus, l'opposition ne fait plus rêver et que certains acteurs, tels que vous l'avez cité pour le cas de Copargo, voyant que l'opposition ne fait plus rêver, voyant que l'opposition n'a peut-être plus une grande connexion avec l'électorat, ces acteurs-là se repositionnent. Ce ne serait pas du jamais vu dans toutes les grandes démocraties. Je vous dis, dans toutes les grandes démocraties, vous verrez de temps en temps certains acteurs qui ont maille à partir avec leur propre formation politique de départ et qui décident faire autre chemin. Macron ne serait pas Macron s'il était resté fidèle, n'est-ce pas, au parti socialiste et notamment à son président. À un moment donné, il a dû décaler, faire un mouvement à part et puis son message a séduit la majorité des électeurs. Donc ça peut arriver, c'est pas un fleuve tranquille la politique, c'est une science dynamique. Ça peut arriver. Gildas Aïzanon, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de certains acteurs de l'opposition. Je crois, il y a quelques jours seulement, nous avons reçu ici, sur nos plateaux, Dr Laurent Faton, qui a démissionné des forces Kouri pour un Bénin émergent, qui aujourd'hui est membre fondateur d'un nouveau parti. Et je me rappelle dans ses propos, il avait dit qu'il n'y a pas d'idéologie au sein des partis politiques qui officient sur la scène politique béninoise. C'est vrai, je suis d'accord avec Faton Delors, encore un ami. Je le respecte souvent dans ses prises de position. Mais ce qui est créé là, ENA, je crois que c'est ça. La nouvelle alliance. Bon, pour l'instant, moi-même, j'ai du mal à lire l'idéologie. Le socio-libéralisme, c'est officiel. J'ai du mal à lire parce que pour l'instant, il semble que c'est plutôt ni de la mouvance, ni de l'opposition, ni du centre. Ils portent quel projet politique, ils soutiennent quoi, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour le pays. Honnêtement, à moins que l'avenir puisse clarifier les choses. Pour vous, c'est illisible? C'est illisible et moi, je pense, ce que j'ai dit m'engage. Je ne vois pas cette formation politique, ce que j'ai dit m'engage, je ne vois pas cette formation politique faire long feu. Et pourquoi? Ça ne fera pas long feu parce que justement, l'électorat aura du mal à s'identifier. Ils ne sont nulle part pour l'instant sur l'échiquier politique national. Et quand c'est comme ça, on se pose des questions. Et c'est justement ce qu'ils entendent combattre parce qu'ils ont dit que les partis politiques au Bénin n'ont pas d'idéologie. Et ils ont porté comme combat le socio-libéralisme. Oh, c'est tellement joli à entendre. Vous savez, certains se décrètent sociaux-démocrates, mais vous ne voyez rien de la social-démocratie dans leur ligne de conduite tous les jours. Donc, c'est tellement facile. Ce n'est que des mots. À l'épreuve de l'action, du pouvoir, vous jugerez vous-même. Je dis, je les mets au défi. C'est pas une formation politique qui va durer. Alors, vous verrez. Alors, est-ce que aujourd'hui dans la mouvance, les deux grands blocs, tout au moins, ont une idéologie et est-ce que ces blocs-là fonctionnent en fonction de cette idéologie-là? Je pense que l'idéologie au niveau, n'est-ce pas, du bloc républicain et de l'UP commence par se construire. Ce que j'ai dit m'engage, ça peut ne pas plaire. Au départ, malgré, n'est-ce pas, qu'on s'appelait bloc républicain, union progressiste, j'avais du mal aussi à voir ce qu'il y a de progressistes chez les progressistes et ce qu'il y a de républicains chez les républicains. Je vous ai dit tantôt, et j'assume, on est allé un peu à la va-vite parce qu'il y avait urgence de réussir cette réforme du système partisan. Mais de plus en plus, quand vous lisez un peu, à travers les activités intellectuelles qui sont programmées par l'Union progressiste, par le bloc républicain, on commence par sentir une certaine démarcation dans les lignes idéologiques. Mais j'insiste que c'est une ligne idéologique qui est appelée à s'affiner, n'est-ce pas, prochainement, même au niveau de ces grands ensembles, la ligne commence par s'affiner. Quelle est, aujourd'hui, si on demande à un militant du BR, quelle est leur position sur la gestion du pouvoir politique? Ce n'est pas évident que le militant puisse percevoir tout de suite. Pareil au bloc, à l'Union progressiste. Est-ce qu'on peut dire, quand on est progressiste, voilà le projet de société que nous défendons et qui est différent. Certes, ça existe sur papier. Je suis en train de lire actuellement. Moi-même, je suis à l'école, à l'étude de ces différents projets de société. Sur papier, c'est suffisamment clair. Mais
au niveau, n'est-ce pas, de l'électorat, au niveau de l'opinion, je crois qu'il y a un travail encore à faire sérieusement pour que les lignes idéologiques soient claires, qu'on continue les formations telles que ça se fait au Bloc républicain, telles que ça se fait à l'Union progressiste, où on a vu les conférences de l'Union avec beaucoup d'acteurs qui sont venus même de l'international pour animer vraiment des débats. Je crois que de cette façon-là, on pourra se dire, voilà, c'est devenu plus sérieux et ça va permettre à chacun de choisir librement, n'est-ce pas, et son parti politique. Très bien. En attendant qu'on retrouve donc cette lisibilité sur la cartographie idéologique donc, des partis au Bénin, je vais vous demander cette fois-ci, que faites-vous avec la FOPA, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, depuis cette rencontre inédite entre Patrice Talon Boni-Yayi le 22 septembre dernier, pour que ça s'enracine au Bénin, cette paix dont derrière laquelle on court depuis. Alors, vous me faites une très belle surprise de m'amener à parler un peu de la FOPA, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique. C'est une organisation qui milite pour la paix et qui a joué un rôle important aussi dans le rapprochement, n'est-ce pas, des deux hommes d'État que sont les présidents Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boni-Yayi. Je vous assure que j'ai été très heureux d'être de la délégation qui a été à Tchaourou, dans la maison familiale de Boni-Yayi, pour faire des démarches quand il a perdu récemment un membre important de sa famille. L'ambiance était conviviale, les gens aimaient que la FOPA puisse se déplacer. Et partout où la FOPA a mis pied, à Parakou, où j'ai participé aussi à organiser les séances, le peuple ne demande pas mieux. Le peuple veut d'un climat apaisé. Il y en a qui n'ont pas besoin du pouvoir politique en réalité pour exercer, n'est-ce pas, leur activité, pour gagner leur pain quotidien. Mais ils veulent de la stabilité. Quand ça se chamaille, quand ça s'insulte tout le temps, quand il y a des violences, on n'est pas tranquille. Donc le peuple a demandé à ce que la FOPA puisse continuer ce travail-là en allant vers tous les autres hommes. Nous n'avons pas assez de temps. Allez-y rapidement. Oui. Est-ce que depuis cette rencontre-là, il y a eu d'autres attaches que vous avez prises, avec, vous avez quand même initié avec d'autres acteurs? Les attaches continuent. Les attaches continuent. Médiateurs de la République, d'autres acteurs de l'ombre que le président Diokès, que je salue au passage, Daké, Gilbert, n'est-ce pas, il est actuellement beaucoup sollicité, mais la FOPA, il faut l'avouer, n'est pas qu'au Bénin, c'est une fondation à l'échelle africaine, et donc nous faisons ce que nous pouvons pour la paix au Bénin, comme d'autres organisations. Le plus important, c'est que la FOPA soit dotée des moyens nécessaires pour continuer véritablement par jouer ce rôle vraiment de médiation. Alors, en un mot, y a-t-il espoir? Je crois qu'il y a beaucoup d'espoir. Merci beaucoup à vous, Gildas Aïzanon. Je rappelle que vous êtes un acteur politique. Vous fûtes, on va le dire comme ça, secrétaire général adjoint du parti UDBN. Vous avez été également porte-parole de ce parti. Vous avez également été conseiller technique aux médias, au ministère de la Communication et de la Poste, sous le ministre, bien entendu, Alain Orunla. Merci d'être passé opiné sur notre plateau. C'est moi. Merci à vous, Paul Danogbe. Merci, Joël Jobé. Et c'est la fin de cette émission Diagonale. On se retrouve très prochainement pour d'autres rendez-vous, pour décrypter encore une fois l'actualité sociopolitique nationale. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans cette émission Diagonale de d'investiture du second mandat de